participants qui sont autour de la table. Donc, on est ravis d'accueillir peut-être nos participants à ce webinaire. Bienvenue. Pour ceux, alors, soit vous avez suivi S'amuser juste avant, on a vu voilà, tous les sujets du jeu vidéo. On espère vous avoir rassuré et donné un cadre peut-être pour mieux accompagner vos enfants. Et on va s'intéresser maintenant à ce qui occupe quand même beaucoup vos enfants en ligne, communiquer. Donc, je vais passer là encore la parole à Louisa qui va accueillir nos invités. Alors, bonjour à tous, ceux qui nous regardaient, nous écoutaient, à nos intervenants. Merci d'être là. Alors, en effet, communiquer, c'est un véritable enjeu pour les enfants, pour les adultes. Aujourd'hui, on est à une ère où on est en permanence connecté, on a des mails, des textos, on est joignable tout le temps. La seule différence entre adultes et enfants, c'est que nous, on peut filtrer, les enfants pas forcément, et qu'il y a ce nouvel arrivant qu'on n'avait pas tout à fait il y a 20 ans, qui sont les réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier téléphone portable, c'est de 9 à 10 ans. Et pour les réseaux sociaux, là, on a TikTok, on a Facebook, on a Instagram, on a Biril, on s'envoie des images, on s'envoie des mots. Enfin, tout ça est très foisonnant et parfois, nous autres parents, ça peut un peu dépasser. Donc, comme toujours, l'idée, c'est pas de diaboliser, mais au contraire d'accompagner, d'essayer de comprendre. J'ai une petite question à vous poser. L'idée, c'est de faire un petit quiz. À votre avis, est-ce que vos enfants ont un compte sur un réseau social? Alors, est-ce qu'ils ont un compte sur un réseau social? Est-ce qu'ils ont un compte sur plusieurs réseaux sociaux? Est-ce qu'ils n'ont pas de compte sur les réseaux sociaux? Alors, si vous allez dans l'espace Polls, le sondage est apparu. Vous pouvez donc répondre. On vous laisse quelques instants. Alors, j'en profite pour dire à ceux qui nous ont rejoints que cette conférence est enregistrée. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de rester avec nous jusqu'au bout, vous pourrez la revoir en replay. Et que tout ce qui va vous être proposé comme conseil, comme ressources, vous les retrouverez dans un guide qui sera disponible dès ce soir sur la page de la conférence. Et vous avez, pour ceux qui nous rejoignent aussi, un espace de chat qui vous permet de poser vos questions. Nos modérateurs sont là pour vous répondre et nous collecter les questions pour qu'on puisse les adresser ensuite aux intervenants présents. Alors, on voit que vous avez répondu. On va afficher les résultats. Donc, je te laisse commenter. Tu les vois? J'arrive à voir. Pardon, tu t'adresses à moi, je n'ai pas entendu. Oui, Louisa, oui, parce que... Alors, en effet, on a les résultats. On a 21% des personnes qui sont connectées qui estiment que leur enfant a un réseau social. 45% d'entre eux pensent qu'ils en ont beaucoup plus. Et 33% d'entre eux pensent qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça vous fait réagir autour de la table? Qu'est-ce que vous en pensez? On voit quand même que la majorité des parents ont conscience que leurs enfants sont inscrits sur plusieurs réseaux sociaux. Autour de la table, petite réaction? Qui veut prendre la parole? Olivier? Je pense que c'est compliqué en tant que parent de savoir exactement ce qui se passe chez ses enfants. Donc c'est bien pour ça qu'on est là pour parler ensemble des outils pour accompagner. Et comme toujours avec Internet, en fait, les réseaux sociaux, c'est un outil magnifique pour rester en interaction. La problématique, c'est ouvert sur le monde, qui a à boire et à manger, qu'on ne sait pas toujours si la personne qui se trouve de l'autre côté de l'ordinateur est bien ce qu'elle prétend être. Et pour ça, aujourd'hui, on va vous donner plein d'informations et de tips pour pouvoir être le plus serein possible vis-à-vis du rapport des enfants avec ces plateformes. Alors, on va donner quelques chiffres pour se faire ou en tout cas, on va dresser un état des lieux. Je prends ma petite sèche pour ça. Alors, on a une étude qui montre que la moitié des enfants qui sont nés après 2010 sont déjà actifs sur les réseaux sociaux. Les applications les plus populaires sont en surplus, celles qui consistent précisément à se mettre en scène et à mettre en scène les autres au moyen de photos, de vidéos. Le podium est largement dominé par le géant chinois TikTok, suivi de Snapchat et d'Instagram. Alors, l'idée, c'est que, encore une fois, l'image prédomine et l'image, il y a aussi des dangers quand on s'en faire attention. Mais le vecteur numéro 1 de toutes ces interactions, ça reste le téléphone portable.
question, le téléphone portable. Alors, on a parmi nous un partenaire, un intervenant de notre partenaire Samsung, qui, lui, vous avez toute une initiative qui s'appelle Mon premier téléphone, qui vise à aider les parents justement à accompagner les enfants dans ce premier téléphone portable. Exactement. Merci beaucoup de me laisser la parole. Donc, je suis très heureux de vous parler de notre plateforme qui s'appelle monpremiertéléphone.fr, que nous avons développé avec Tralalaire d'ailleurs, et qui vise à sensibiliser les enfants pour naviguer avec son téléphone en toute sécurité. Alors nous, on a pensé l'outil dans sa globalité, dans plein d'usages, dans la rue, le respect de l'environnement. On a essayé d'avoir cette vision un peu globale. Et on a pensé également aux parents et aux enseignants qu'on souhaite aussi accompagner avec des fiches pratiques, avec des conseils, parce qu'on pense que rien ne remplace une discussion avec les adultes. Alors, notre plateforme Mon premier téléphone est entièrement gratuite et accessible sur tout type d'appareil numérique, tablette, ordinateur, téléphone. Et on ne connecte pas les données personnelles, c'est important de le signaler. Si on avance, mon premier téléphone, on va trouver plusieurs catégories, donc, dont la première s'appelle Mon défi, où là, on va suivre les aventures de Léna, qui a 11 ans, et à qui on va proposer des activités pour qu'elle découvre les bons réflexes au travers d'activités ludiques qu'elle va faire avec son téléphone et qu'elle va pouvoir réaliser seule ou avec ses parents. On va trouver par exemple l'équilibre de son temps d'écran, mieux gérer son téléphone dans les lieux publics, penser à l'impact sur l'environnement. On va lui présenter en tout cas à travers cette rubrique Mon défi plusieurs situations à laquelle elle va pouvoir, avec ses parents ou avec un adulte, réfléchir. On voit ici, par exemple, dans Mon défi, une activité où Léna doit réaliser son emploi du temps, avec des conseils systématiquement lorsqu'on va lui proposer de travailler sur l'emploi du temps le plus adapté. On va trouver ici des conseils sur lesquels pratiquer, par exemple, discute avec tes parents sur le bon équilibre selon eux et selon toi d'une journée, d'un mercredi par exemple. Si on avance, l'application propose également Mon quiz. Alors mon quiz, ça permet de tester ses connaissances et on a prévu deux niveaux. Un niveau pour les débutants qui ne nécessite pas forcément de connaissances particulières et un niveau avancé quand on a déjà fait Mon quiz par exemple, quand on est un peu plus aguerri à l'utilisation du téléphone. Et dans Mon défi, on va trouver par exemple ici quelques thématiques que vous voyez. J'équilibre mon temps d'écran, je respecte les autres, je gère mon identité. En tout cas, grâce à Mon quiz, on va proposer aux jeunes d'aller se questionner et de répondre à des questionnements. Par exemple, on voit ici une situation un peu compliquée qui a trait au cyberharcèlement. Et on va proposer dans Mon quiz à l'enfant de répondre à la question, et quelle que soit sa réponse, que ce soit une bonne ou une mauvaise réponse entre guillemets, on trouvera un conseil de manière à répéter les bonnes pratiques et à ce que les conseils entrent bien dans la tête de nos enfants. Comme je vous le disais en introduction, on a pensé aussi cette application pour les parents et pour les enseignants. Alors pour les parents, on a créé le point des parents, puisque ce qu'on a observé, c'est que 50% des parents qui veulent aborder la problématique du téléphone ne trouvent pas en fait de réponse, ont besoin d'aide. Donc c'est aussi pour ça qu'on a développé Mon premier téléphone. .fr et les parents souvent n'ont pas grandi eux-mêmes, la plupart des parents, avec un téléphone dès 10 ans, donc on n'a pas cette pratique qui nous permet d'aborder tout ça sereinement. Donc on a créé ce point des parents avec tous les conseils que vous pouvez trouver ici, des conseils adaptés, et en cliquant sur le bouton en savoir plus, on peut télécharger des fiches thématiques qui permettent d'aller plus loin et en famille d'aborder ces questions autour de la circulation sur Internet, du téléphone. Comment je vais pouvoir aborder ça et comment je vais me mettre aussi d'accord avec mes parents sur ce que je peux faire ou pas faire, les limites que je dois avoir en tête. Et par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, pour aller plus loin, on ne parle pas seulement d'Internet, mais on rappelle là, vous voyez conseil numéro 3, conseil numéro 4,
On ne joue pas avec son téléphone en traversant le trottoir, ni en roller, ni en trottinette. C'est d'ailleurs interdit par la loi. Et on pense à l'environnement quand on recharge son téléphone. Donc voilà, on donne des conseils de manière un peu globale. Et on propose aussi des activités, c'est ce que vous voyez sur votre droite, sans écran. Pour les familles qui se disent, bah, après tout, Samsung, ils auraient peut-être aussi pu penser à nous proposer des choses sans écran. Et bien voilà, c'est fait, on le trouve ici. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Olivier, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu mon premier téléphone à 19 ans. Pourtant, je suis pas si vieille que ça. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est entre 9 et 10 ans. Quand les parents, très vite, sont confrontés à la question, est-ce que je présente à mon enfant son premier téléphone ou pas? Parce que à la fois, ça nous fait peur, mais en même temps, ça nous rassure. C'est une manière aussi de rester en lien avec son enfant. Pour les familles de parents divorcés, par exemple, c'est communiquer avec son enfant quand il est pas la semaine où il doit être à la maison. Donc, c'est un outil qui se présente de plus en plus vite entre les mains des enfants. Dans les commentaires, je lis, c'est très, très drôle. Une maman qui dit « Ouais, mais attends, mon enfant, il n'a pas besoin d'un smartphone, il peut avoir une brique avec des touches, ça suffit pour qu'il soit joint. » Oui, mais dans ce cas, par exemple, des semaines partagées, bah, peut-être qu'on a envie de voir son enfant et d'avoir un FaceTime. Donc, il y a de plus en plus de smartphones. Et c'est vrai que c'est une manière très, très ludique. Ça semble très basique, mais pour un enfant qui a son premier téléphone, être accompagné de son parent et pouvoir naviguer sur ce site, c'est très utile finalement. Exactement. Et on a aussi, enfin, la réalité, c'est que, alors, c'est certain, on n'a pas besoin d'un smartphone pour garder le contact avec ses enfants, pour les appeler. Mais parfois, on recycle des téléphones qu'on avait il y a 2, 3 ans, 4 ans, qui sont des smartphones un peu plus anciens que ceux qu'on trouve aujourd'hui, mais en tout cas sur lesquels on peut aller sur Internet. Et on a aussi parfois dans les écoles, voilà, des échanges entre parents ou entre enfants avec sur WhatsApp par exemple ou autre. Enfin, en tout cas, voilà, nous on est parti d'une réalité qui est, qu'est-ce qu'elle est, hein, 9,9 ans, l'obtention de son premier téléphone. La réalité, c'est que effectivement, on peut retarder, pourquoi pas, l'arrivée du téléphone à la maison. Mais et si c'est pas 10 ans, peut-être que c'est 11 ans, peut-être que c'est 12 ans. Voilà, mais à un moment donné, on y viendra. Et fort de cette constatation, bah, nous on se dit autant accompagner les jeunes et accompagner les parents. Et pourquoi pas, c'était mon dernier point, c'était aussi en faire une brique scolaire, puisqu'on a aussi prévu un espace pour l'école, donc un espace pédagogique qui là s'adresse plus à un apprentissage collectif, à un dialogue collectif. Et dans cet espace pédagogique, les enseignants ou les éducateurs ou les animateurs peuvent trouver des fiches pédagogiques de manière à préparer un atelier donc en classe ou ailleurs, en tout cas en collectif, pour aborder toutes ces problématiques autour du premier téléphone et répondre à toutes les questions qui vont se poser. Donc voilà, on a prévu à la fois en groupe, à l'école ou auprès des parents, mais en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, le principal pour nous, c'est d'envisager de communiquer autour de l'arrivée de ce premier téléphone. Et souvent, ça correspond aussi à un âge d'émancipation où les jeunes voilà, deviennent adolescents, ont besoin d'autonomie. Et c'est sûrement une difficulté que de se dire en tant que parent, bah voilà, est-ce que je peux contrôler l'activité de mon enfant? Est-ce que j'ai le droit d'aller regarder son téléphone? Et l'idéal, c'est de pouvoir en parler avec lui et de dire, bah voilà, c'est ton premier téléphone, télécharge l'application monpremiertéléphone.fr, regarde, fais mon défi et moi je vais de mon côté regarder le coin des parents pour éducation de comment aborder tout ça et puis on va s'en parler et je sais pas, tous les mois on continuera à regarder l'application pour grandir ensemble et adapter tes pratiques. Donc voilà la philosophie de notre site. Merci beaucoup Olivier, en effet c'est très utile et je vous invite tous à aller naviguer sur monpremiertéléphone.fr avec vos enfants, tout seul pour découvrir. Je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous être très très utiles. Et quand on pose la question du téléphone portable, évidemment se pose tout de suite la question corollaire qui est celle du contrôle parental. On a avec nous Michel. Bonsoir Michel. Vous êtes directeur général de la Fédération française de télécom. Vous allez nous parler de contrôle parental. Bonsoir, oui, effectivement, je pense que c'est toujours important de parler de contrôle parental et je dirais que c'est vraiment le mot contrôle parental illustre bien. Je dirais les deux enjeux, c'est le contrôle par les parents
mais c'est aussi le contrôle parental, au-delà de l'outil technique, c'est d'être un outil de dialogue avec les enfants. C'est pas uniquement une vision d'autorité, c'est une vision d'échange et de pédagogie, et qui doit être un élément de discussion pour aussi faire comprendre à l'enfant que s'il y a contrôle, c'est pour l'accompagner dans sa, je dirais, dans sa démarche et son appropriation de ce que Internet peut générer, comme richesse, comme information, comme loisir, mais aussi les dangers qu'il révèle. Et c'est vrai que pourquoi c'est important justement de mettre en place le contrôle parental? alors, justement, parce que le contrôle parental, d'une part, c'est aussi pour assurer les parents, pour leur donner et leur permettre effectivement de s'assurer que leurs enfants vont naviguer dans un espace sécurisé et qui va pouvoir, et je vais l'expliquer assez rapidement finalement, leur permettre aussi de paramétrer. Par exemple, sur le type de site visité, le type d'application utilisée, mais aussi même sur le temps d'écran. Et donc, en fait, ce sont des éléments qui vont rassurer les parents, qui vont permettre aussi à l'enfant d'être en maîtrise, de dire bah voilà, moi j'aimerais bien aller sur tel site, de demander à son parent l'autorisation d'inclure, mettons, un nouveau site, une nouvelle application dans le champ de ce qui est autorisé. Et donc on a un outil de dialogue, et c'est ça aussi le plus important, c'est que cette progression, elle se fait que cet apprentissage, c'est les parents qui apprennent aussi finalement à mieux maîtriser, je dirais, l'usage d'Internet par leurs enfants. Les enfants aussi apprennent à utiliser Internet et apprennent à utiliser globalement, je dirais, les écrans. Et d'ailleurs, c'est ce que nous recommande. On a donc publié un petit guide qui est en ligne, bien entendu, sur notre site Internet, qui est là aussi pour accompagner, au-delà du contrôle parental, les parents dans cet usage Internet. Et ce que l'on recommande, y compris, et c'est un peu notre premier point de notre guide, y compris pour les outils de contrôle parentaux, c'est de voilà, à chaque âge un peu son type d'application et je dirais aussi son type d'échange. Voilà, c'est un petit peu aussi ce qui ouvre notre guide, y compris en termes de contrôle parental. On va le voir, on le rappelle, le smartphone, c'est 10 ans l'âge moyen. Avant 10 ans, il y a quand même là aussi des enjeux autour du temps d'écran et des enjeux autour du contrôle parental. Par exemple, avant 10 ans, donc avant le premier smartphone, on sera plutôt sur du contrôle parental installé sur un PC, le PC de la famille, généralement dans le salon. Donc ça permet aussi de s'assurer que l'enfant, lorsqu'il va sur Internet, est dans un environnement sécurisé, et éviter par exemple les ordinateurs dans les chambres pour les enfants qui sont trop jeunes. Voilà, donc là, la première réflexion, c'est finalement à chaque âge ses réflexes et ses outils. Et c'est là le plus important aussi, c'est que quand l'enfant va grandir, les outils vont changer. On va être sur le contrôle parental sur PC pour des enfants jeunes. Et avec le premier smartphone, on a aussi des outils, différents outils de contrôle parental, que ce soit ceux proposés par les opérateurs avec différents types de fonctionnalités, ou ceux aussi désormais proposés par tous les fabricants de smartphones. C'est aussi l'un des acquis, en tout cas des lois récentes, a été de démontrer que ce soit sur son smartphone, que ce soit via son abonnement Internet, ou que ce soit sur son PC, finalement maintenant on a différents outils qui peuvent être, je dirais, adaptés à chaque service ou à chaque famille. Et donc là, dans notre guide, vous le verrez à la fin, on a essayé effectivement de pouvoir lister l'ensemble des pages pour chaque opérateur. Donc en fonction de votre opérateur, allez voir la page. Vous pouvez aussi appeler votre service client pour vous faire accompagner, pour dire voilà comment c'est les contrôles parentaux, quel type d'outil choisir. Là, j'ai fait quelques illustrations, par exemple. Si on va, par exemple, sur des pages, vous avez tout le détail, soit par exemple des numéros d'appel pour appeler votre service client, soit après, vous aurez effectivement des outils pour vous permettre, je dirais, de choisir le bon outil. On peut avoir, par exemple, des outils qui sont des applications à télécharger sur un smartphone, des outils qui sont directement intégrés dans le réseau à la demande, effectivement, des clients. Et généralement, les grandes caractéristiques du contrôle parental, c'est d'une part le contrôle du temps d'écran. Par exemple, on dit voilà, quand j'utilise temps d'écran, je peux plus utiliser en fait mon outil. La déconnexion, notamment de contrôler l'ouverture du Wi-Fi, ça c'est très important. Les gens oublient souvent qu'on peut dire à telle heure le Wi-Fi n'est plus possible, et on peut même le paramétrer
par écran, c'est-à-dire que mon smartphone il est identifié dans mes connexions Wi-Fi, et pour le smartphone en question, je coupe le Wi-Fi. Ça aussi, c'est le contrôle parental. C'est pas uniquement interdire ou autoriser des sites, et c'est d'ailleurs même le premier réflexe. Il faut arriver à maîtriser globalement le temps d'écran, et l'ensemble des outils de contrôle parental le proposent. On a aussi la fonctionnalité, ça va être notamment pour les smartphones, de maîtriser le type d'application qui est téléchargeable sur le smartphone de la personne. Avec là aussi, le parent aura une application, on va dire parent, l'enfant une application enfant, et donc effectivement avec une possibilité de s'assurer que lorsqu'on va autoriser l'enfant à utiliser le smartphone, on aura, je dirais, un compte rendu qui sera fait aux parents. Et généralement le troisième outil qui est fait, c'est une liste de sites autorisés qui permet d'accompagner l'enfant dans sa perception et dans son usage d'Internet. Alors, il est vrai que ces outils doivent être adaptés à l'âge de l'enfant. Quand vous avez un ado de 14 ans ou un enfant de 9-10 ans, clairement, les outils seront paramétrés de manière différente. Et la pédagogie, elle, doit s'installer dès le plus jeune âge. Et ce qui permet effectivement, entre l'enfant de 6-7 ans qu'on va accompagner dans ses premiers pas sur Internet, sur un PC, jusqu'à l'ado de 14 ans à qui on réfléchira beaucoup sur le temps d'écran, beaucoup aussi sur ce qu'il voit sur Internet et sur cette pédagogie, les outils vont accompagner en tout cas les familles dans cette appréhension d'Internet. Et par exemple, on peut voir, là j'ai pris un petit capture d'écran. Là aussi, maintenant, les outils de contrôle parental peuvent être directement, utilisés, en tout cas mis en œuvre sur les smartphones. L'ensemble maintenant des fabricants de smartphones ont l'obligation de aussi, comme les opérateurs, de fournir des outils. Et vous le voyez, vous avez Ce qui est important, pardon Michel, je vous coupe, ce qui est important de retenir, c'est que cet outil existe, qu'il est essentiel, que c'est le point de départ, que ce soit sur un ordinateur ou à partir du moment où votre enfant a son premier téléphone. En effet, moi j'ai beaucoup aimé la petite astuce du finalement si je coupe la Wi-Fi, quelque part c'est réglé. Et surtout, ne pas avoir honte d'aller demander conseil, d'aller en boutique chez votre opérateur, d'appeler votre assistance. C'est pas grave de ne pas savoir. Et au contraire, il y a des gens qui savent mettre en place. Donc, il faut pas hésiter. Et au contraire, à aller les voir. on le rappelle, les opérateurs sont même engagés auprès du gouvernement, et ce depuis plusieurs années, à avoir un parcours de souscription. C'est vrai que et on nous encourage, quand vous achetez un smartphone avec un abonnement, vous cachez pas, venez en boutique, même avec votre enfant. Parce qu'il y a un parcours dédié, même si effectivement, généralement, l'abonnement est au nom du père, de la mère ou des parents, il y a tout un parcours qui est fait justement pour vous permettre de vous présenter les offres de contrôle parental. Je dirais aussi de bien faire bloquer, par exemple, les achats sur Internet, d'avoir effectivement tout un tas d'outils et d'alertes qui peuvent permettre, je dirais, d'aider les parents à utiliser, à avoir confiance. Dans le smartphone, on dit souvent il vaut mieux accompagner et encadrer plutôt que de céder à la pression d'un enfant qui va taper sur son smartphone. Je l'achète, je me sens un peu coupable. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Pardonnez-moi, Michel. Merci. Du coup, oui. Merci pour cette intervention et pour toutes ces informations. Parce que je pense que ce qui est important. N'hésitez pas à aller demander. Pardon, Louisa. Effectivement, ce qui est important quand même à retenir, et on défend beaucoup ce discours-là, c'est que d'abord le contrôle parental, c'est ce terme qui est choisi en France, mais porte quand même pas très bien son nom, parce qu'on n'est pas dans l'idée de contrôler. Effectivement, l'éducation aux écrans, c'est pas de contrôler ses enfants, mais effectivement, ces outils sont quand même clés pour accompagner son enfant dans certaines étapes. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui vont avoir un smartphone, par exemple, à 7-8 ans. C'est une réalité. Et qu'à 7-8 ans, on n'est pas prêt pour accéder à tout ce qu'Internet nous propose. Et d'accéder aussi à toutes les fonctionnalités de communication et d'échange. Et d'ailleurs, on va rapidement enchaîner sur ces sujets-là, parce qu'à partir du moment où on a cet outil pour communiquer, on se retrouve à communiquer avec plein de personnes, et ça peut quand même nous mettre dans des situations compliquées. Mais on est d'accord que le contrôle parental est un accompagnement dans l'éducation, et surtout vers l'autonomie numérique de nos enfants. Donc, en effet, merci Axel, la question des enjeux, des relations et des échanges sociaux de nos enfants à travers Internet. On a avec nous Samuel
Samuel, vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence. Alors, Samuel, vous avez quelques chiffres un petit peu pour dresser l'état des lieux de la communication de nos enfants sur le net. Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Quelques chiffres pour commencer. Donc, c'est un extrait d'études que nous avons fait à l'association e-enfance en 2021 et 2022, justement, sur les usages numériques des jeunes. Et donc, ces études ont montré, donc, sur un panel d'enfants de 8 à 18 ans, donc de jeunes mineurs, que d'abord 63% des 8-18 ans sont sur les réseaux sociaux, dont 3 sur 10 sont scolarisés en primaire. Donc, on constate un rajeunissement de plus en plus important des jeunes sur les réseaux sociaux. 10 ans, on l'a dit, je crois, tout à l'heure, c'est à peu près 9 ans et demi, 10 ans, c'est l'âge moyen d'un enfant équipé de son premier appareil numérique. Un enfant, 83%, pardon, des parents reconnaissent ne pas savoir ce que font leurs enfants sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Autre chiffre aussi qui doit nous alerter, c'est que concernant les risques identifiés par les enfants et les parents, 75% des parents pensent que ces mauvaises rencontres, que le cyberharcèlement peut arriver à leurs enfants, alors que seulement 34% des enfants estiment que ça pourrait leur arriver. Donc, on voit des parents plus inquiets que les enfants, ce qui est normal, hein. Les enfants n'ont pas la même capacité de pouvoir appréhender les risques et les parents sont évidemment plus alertes. Alors, ce qu'on peut remarquer parfois sur notre ligne d'écoute, c'est je dirais une accentuation de certains risques de la part de certains parents, souvent parce qu'ils ne connaissent pas ces risques et qu'ils en ont une image parfois exacerbée. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, hein, évidemment, on est là pour en parler, mais je pense qu'il est important, notamment au travers du dialogue avec les enfants, de pouvoir je dirais mettre le curseur au bon endroit pour ne pas s'affoler plus que nécessaire, pour parfois aussi quand même alerter quand les parents passent à côté de certains dangers. Mais c'est important, je trouve, de pouvoir comprendre ce que font nos enfants sur Internet pour pouvoir justement dédramatiser certaines situations. Peut-être encore. Je me fais d'ailleurs l'avocat du diable ou alors de la dédiabolisation. Il faut savoir que 70% des enfants utilisent bien Internet. Donc, c'est leur génération, donc ils ont des pratiques quand même. Ils sont parfois finalement un petit peu plus au fait que nous. Donc, on peut être rassuré tout en les accompagnant, en étant intéressé. D'ailleurs, moi, j'ai un petit quiz à lancer. J'ai envie de savoir, alors, sur Internet, il y a plein de choses, moi, que je découvre au fur et à mesure. Donc, je vais vous poser une question qui va vous sembler bizarre. Moi, je suis très intéressée par la réponse que vous allez nous donner. À vous qui nous écoutez. Alors, saviez-vous qu'il existait des applications et des sites de rencontres pour ados? Oui ou non? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Vous allez pouvoir nous dire. On attend de voir un petit peu quelles sont les réponses des parents. J'adore parce que je vois le curseur qui évolue pendant qu'on attend la réponse définitive. Ça bouge encore un peu. La tendance est plutôt au non. La tendance est plutôt au non. En effet, ça semble étonnant, voire complètement dingue, mais oui, la réponse est oui, c'est vrai, il existe des sites de rencontres et des applications de rencontres sur Internet, ce qui nous amène à nous poser la question de l'intimité de nos enfants sur Internet. Comment l'enfant développe ses relations intimes sur le net? Alors effectivement, d'abord pour reprendre un petit peu le résultat du sondage, il existe des sites de rencontres, souvent assez connus des ados et pas du tout connus des parents, ce qui est normal, puisque en tant que parent, vous n'êtes pas la cible. Et puis parce que, pour répondre un peu à la question, les jeunes ont besoin de construire leur intimité, je dirais, loin des parents. Tout comme l'intimité des parents ne regarde pas les enfants, eh bien, il y a aussi une réciprocité. Ces sites de rencontres, je dirais qu'en soi, ils n'ont rien de problématique, si ce n'est peut-être qu'ils invitent souvent des jeunes adolescents
à partir de 13 ans. Donc, ils les invitent, ou en tout cas, ils permettent des rencontres avec des adultes qui peuvent avoir jusque 25 ans. Donc, bon, parfois, on peut se poser quand même la question du risque potentiel, puisque évidemment, on ne sait pas toujours qui est derrière son écran. Donc, il faut inviter les jeunes à peut-être utiliser ces sites Internet avec un peu de prudence, parce que, encore une fois, on peut faire de mauvaises rencontres. C'est normal que les jeunes puissent utiliser, je dirais, ces sites de rencontres pour pouvoir comprendre ce que c'est que la sexualité, leur intimité, de pouvoir aussi échanger entre eux. C'est aussi comme ça qu'on se construit entre adolescents. Les adolescents, ils ont besoin du groupe pour pouvoir avancer, et c'est normal. Ils vont prendre un petit peu de distance avec les parents au cours de leur adolescence et au cours de la puberté, et puis peut-être utiliser, je dirais, d'autres figures de représentation, d'autres figures d'autorité. Ça peut être leurs copains de classe, les copains qu'on rencontre sur Internet, ça peut être des influenceurs, hein, ces jeunes qui vont expliquer aussi aux jeunes, donner des conseils sur la façon de se représenter ce qu'est leur intimité, ce qu'est leur corps, la façon de le gérer, de le mettre en avant. Et encore une fois, en les invitant à la prudence, parce que sur notre ligne d'écoute, le 3018, on reçoit énormément de situations de jeunes qui, malheureusement, n'ont pas eu ces messages de prudence et vont envoyer des photos dénudées, vont peut-être... comment je dirais, faire preuve d'une certaine naïveté, parce que un petit ami, par exemple, va leur demander d'échanger des photos avec eux lors d'une relation amoureuse, ce qui peut s'entendre, hein, pourquoi pas, mais le problème, c'est que parfois les relations amoureuses finissent mal, et dans certaines situations que l'on nomme le revenge porn, eh bien, ces photos peuvent se retourner contre l'un des adolescents et servir de moyen de pression. Donc, l'intimité est quelque chose qui doit être, je dirais, utilisé mis en avant, je dirais, avec beaucoup de prudence sur Internet, parce que la viralité des contenus va faire que on peut parfois se retrouver dans justement le contraire de l'intimité, ce qu'on appelle parfois l'extimité, donc le fait de se montrer comme ça à de nombreuses personnes. Il y a des milliards de personnes qui sont connectées tous les jours sur Internet, et c'est vrai que malheureusement, les jeunes en font parfois l'expérience douloureuse une fois que le problème s'est posé, et une fois que leurs photos ou leurs vidéos ont été diffusées sur Internet. Donc, il faut vraiment leur apprendre que si leur intimité doit être dévoilée sur un écran, eh bien, il faut faire attention à ce que leur visage n'apparaisse pas, par exemple, sur les photos. C'est un petit conseil très banal qui peut paraître assez léger, mais qui est extrêmement important. Si tu veux envoyer des photos de toi dénudé, moi, je conseille de ne pas le faire, évidemment, mais si vraiment les jeunes veulent le faire, eh bien, on ne met pas son visage sur la photo, on ne met pas de signes qui me permettent de nous retrouver, de nous identifier, et ça va limiter énormément les conséquences dramatiques que l'on gère, nous, encore une fois, tous les jours sur le 3018. Il faut savoir que 40% des appels que nous recevons sur la ligne ont un lien assez proche avec la sexualité, avec ce qu'on appelle des nudes, donc des photos dénudées des jeunes, parce que c'est je dirais un peu à la mode, c'est dans leurs usages quotidiens de pouvoir se montrer nus, parce que parfois ça permet de montrer la force de la relation, ça leur permet de montrer qu'ils sont épris de leur partenaire, et donc il y a une forme d'habitude qui est de plus en plus, je dirais, présente dans les usages numériques des jeunes. Pourquoi pas, mais encore une fois, il faut le faire avec précaution. Si je résume un petit peu votre propos, Olivier, on dirait que, alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vos enfants développent leur intimité sur Internet, parce que c'est quand même l'espace qui est en dehors de la sphère familiale, c'est l'espace qu'ils n'ont qu'à eux, entre eux, donc c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui les aide aussi à se développer dans une forme de sociabilité, que évidemment, les likes, les followers, ça renarcissise et ça peut faire du bien à l'ego, donc à ce niveau-là, c'est OK. Par contre, évidemment, il y a des risques, il y a des dérives, et la manière la plus efficiente de les aider à faire face à ces risques et à ces dangers, c'est de communiquer avec eux, les prévenir que des dérives sont possibles, et surtout ouvrir le débat, ouvrir la communication, qu'ils n'aient pas honte de pouvoir venir vers leurs parents. D'autre part, je ne l'ai pas présenté, vous en avez parlé, donc vous êtes directeur des opérations de l'association e-Enfance, une association qui est là pour accompagner les parents et les enfants, c'est-à-dire qu'on peut vous appeler directement si on a un problème, si on a une question, si on ne sait pas comment gérer le rapport de son enfant à Internet. Tout à fait.
Le 3018, c'est la headline du programme Safer Internet en France. Donc, c'est une ligne d'écoute qui permet à n'importe qui, enfants, adolescents, parents ou professionnels, de nous appeler. C'est le numéro officiel et national pour aider les victimes de violences numériques. Donc, si vous avez un enfant qui est victime de cyberharcèlement, d'escroquerie, de piratage, si des photos de lui sont diffusées sur Internet, eh bien, vous avez des psychologues, des juristes et des spécialistes des réseaux sociaux qui vous répondent tous les jours de l'année. Et aujourd'hui, nous avons annoncé l'élargissement de nos horaires d'ouverture. Donc, je peux vous annoncer depuis aujourd'hui que nos horaires d'ouverture sont beaucoup plus larges justement pour accueillir davantage de victimes. Donc, à partir du 13 février, nous serons ouverts de 9h à 23h tous les jours de l'année, sans aucune interruption, week-end et jours fériés compris, justement parce que c'est un problème qui est en constante augmentation, ces violences numériques. Et donc, nous souhaitons pouvoir accueillir encore plus de victimes pour pouvoir les aider. La force du 3018, c'est de pouvoir être signaleur de confiance auprès de tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître. Si nous faisons remonter un signalement par l'intermédiaire du 3018, c'est la garantie que les photos, les vidéos qui seraient diffusées vont être retirées extrêmement rapidement, en quelques minutes ou en quelques heures. Nous avons la capacité de pouvoir faire retirer ces photos. Et c'est important que les jeunes connaissent ce numéro, le 3018, parce que souvent, quand il s'agit d'intimité, quand il s'agit de photos dénudées, vous êtes souvent les derniers interlocuteurs pour pouvoir les aider, et c'est normal. L'avantage de notre ligne, c'est qu'elle est gratuite, anonyme, confidentielle. Donc, je dirais, faites-nous confiance, donnez-leur le numéro de téléphone, même s'ils n'en ont pas besoin ce soir, mais mettez-leur ce numéro en tête, le 3018, pour pouvoir appeler comme un compagnon qui pourra les aider si malheureusement ils ont un jour un problème de violence numérique à rencontrer. Et là encore, c'est très rassurant, c'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si Internet n'existait pas. On est obligé de faire avec, d'essayer de le comprendre, de communiquer avec ses enfants. Et c'est rassurant de se dire qu'on a des personnes qui peuvent nous accompagner. On a des recours si un problème s'est passé. Donc vraiment, n'hésitez pas à noter, retenir ce numéro de téléphone. Les situations n'est pas si dramatique que ça. Alors, on a tous été étonnés de savoir qu'il y avait des sites de rencontres pour nos adolescents, mais l'idée, c'est que si ça existe… Et d'ailleurs, je pense, les parents ont vraiment découvert, ça comme beaucoup commenté dans le chat à ce sujet, et je pense que ce serait bien qu'on ose dire quelques noms, c'est pas pour faire la promotion, mais que peut-être les parents puissent repérer c'est quoi ces applications, s'ils ont déjà entendu leur enfant en parler. Est-ce que Samuel oui, alors, peut donner quelques exemples? Ouais, un des plus connus, c'est nodarons.com, donc pasdeparents.com, c'est ado.fr. Il y a Youbo aussi. Pardon? Youbo aussi. Alors, Youbo est je dirais un réseau social. L'idée, c'est pas forcément d'être un site de rencontre. Il se présente un peu comme ça. Hein. Comme le sont certains, en tout cas pas comme l'idée d'avoir des relations amoureuses voire sexuelles, comme certains réseaux sociaux, comme certains sites de rencontre justement peuvent le proposer. Après, tout réseau social peut être considéré comme un site de rencontre, puisque une fois qu'on a noué un lien social, on peut se rencontrer. Et c'est vrai que les sites de rencontre dont on parle se ressemblent peut-être un petit peu plus à ce que l'on connaît pour les adultes, Tinder ou Adopte un mec, qui ont vraiment un objectif de se faire rencontrer dans une vision amoureuse, enfin dans un objectif amoureux. Donc encore une fois, il faut pas s'affoler que ça existe, il faut juste prévenir que derrière un écran peut se cacher n'importe qui, avec malheureusement parfois des idées malveillantes. Merci beaucoup, Olivier. Alors, vous avez évoqué un peu les risques, et notamment la pornographie. J'ai envie de lancer un petit quiz. À votre avis, vous autres parents qui nous écoutez, qui nous regardez ce soir, à votre avis, vos enfants ont-ils déjà été confrontés à des contenus pornographiques? Oui, non. On vous pose la question. Qu'en pensez-vous? Et on va attendre quelques instants pour vous donner le temps de répondre à cette question. J'adore. Alors, vous êtes en train de répondre, ça fluctue. J'ai l'impression que ça commence à être un peu stable. Et nous avons la réponse, messieurs, dames. Vous êtes 59% à penser que vos enfants ont déjà été confrontés à de la pornographie et vous êtes 40% à penser que ce n'est pas le cas.
Eh bien, nous avons des réponses précises pour vous en compagnie d'Anne Sextine. Bonsoir Anne Sextine. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère en vie affective et sexuelle, cofondatrice de l'association Déclic, sortir de la pornosphère. Est-ce que vous pouvez, au vu de votre expérience, nous dire, nous parler de justement cette notion d'intimité en ligne chez nos enfants? C'est vrai qu'en entendant aussi ce que disait Samuel juste avant, cette question de l'intimité, elle est quand même très, très, très importante à mettre en perspective avec son enfant parce que s'il n'a jamais réfléchi à ce que c'était que l'intimité, eh bien, on observe qu'il a tendance à vivre vraiment dans l'extériorité en permanence et à oublier que ça demande de se poser, de s'interroger. L'intimité, c'est d'abord ce qui se vit à l'intérieur de soi. Et si j'avais réfléchi à la question de la définition de l'intimité, et en cherchant l'étymologie en latin, c'est intimus. Et intimus, c'est un superlatif, c'est-à-dire c'est un mot qui dit encore plus et qui dit le plus au-dedans, le plus intime de la personne. Et en fait, l'intimité, ça réfère à deux choses différentes. Ça réfère à la fois à la question de la sexualité, donc le plus intime, ça réfère souvent à la question du corps, à ce qu'on va justement ne pas partager à tous et qu'on va garder au plus profond. Il y a la notion de secret aussi, d'espace privé, avec nos croyances, avec ce qu'il y a d'unique, ce qu'on protège. Et puis c'est aussi la deuxième signification de l'intimité, c'est ce côté connexion, proximité avec quelqu'un en particulier. Vous voyez, on appelle ça ce moment d'intimité qu'on vit avec quelqu'un. C'est pas juste dans la sexualité, c'est aussi la connexion psychologique, on va dire, ou psychique qu'on va avoir avec quelqu'un. Et en fait, du coup, c'est très très vaste comme expérience. Et c'est vrai que le contraire de ça, c'est le fait de ce qui est apparent, ce qui est extérieur, ce qui est public, ce qui est partagé à tous, vous voyez. Et donc, quand on voit les deux ensemble, en fait, moi, ce que j'aime bien présenter aux adolescents quand je les rencontre, notamment dans les établissements scolaires, c'est que c'est un peu ce qu'on appelle une oxymore. C'est deux mots qui ne correspondent pas ensemble, qui s'opposent et qu'on met pourtant ensemble, c'est-à-dire intimité, public. Et c'est ça ce que j'appelle un réseau social, c'est je raconte des choses, je rentre en connexion avec des gens. Moi, sur les réseaux sociaux, je ne parle pas de relation, d'ailleurs, par exemple. Le mot relation est pour moi strictement réservé à la vie dans le réel, qui comprend le corps, et complètement différente de la connexion, justement, qui est via un média où je ne suis pas corporellement à côté de l'autre. Et je fais ces distinctions parce que c'est souvent compliqué comme parent d'expliquer ce genre de notions à des enfants. Donc, je me dis, là, voilà, je vous redonne des petits éléments de réflexion. Mais voilà, expliquer la notion d'intimité à ses enfants, ouais. Et c'est important justement de prendre le temps de se poser et de parler d'intimité avec ses enfants. Sur cette question de la pornographie, Anne Sextine, vous avez des chiffres réels sur le moment où nos enfants sont confrontés à de la pornographie. On vous écoute. Je vais vous les sortir et ils sont pas très beaux et c'est souvent ce que les parents ne mesurent pas forcément. Certains disent que voilà. Justement, les chiffres étaient tellement mauvais que ça l'a fait disparaître. Elle est de retour. Pardon, ça a sauté. Ça a sauté, je ne sais pas pourquoi. Bon, je disais que certains dans le chat ont vu les statistiques. Il y en a 40% qui pensent que leur enfant n'en a pas vu. Bon, moi, ce chiffre-là, je ne veux pas vous faire peur, mais en plus des chiffres que je vous ai mis là, il y a une étude de Children Internet Pornography qui a sorti une stat qui dit que 90% des 8-16 ans ont déjà regardé du porno. 8-16 ans. Donc 90% des enfants, donc je ne sais pas quel âge ont les enfants, mais en tout cas, voilà la statistique qui, moi, m'interpelle particulièrement aujourd'hui et une des raisons pour lesquelles je me suis investie sur ce sujet. Et la plupart, Anne Sextine, la première fois, sans l'avoir cherché, c'est-à-dire que ça tombe dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Exactement. Et en fait, ça, il faut vraiment se rendre compte. Alors, il y a plein d'études qui donnent des chiffres assez différents, mais en gros, on observe qu'entre 40 à 70% des enfants déclarent que la première fois où ils ont consulté de la pornographie, c'était pas du tout volontaire. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Et sachant que les stats disent aussi, l'âge moyen de la première consultation de pornographie, c'est 11 ans. Ça, c'est les stats officielles. Je vais vous dire, moi, dans mon expérience de conseillère, c'est carrément en dessous, c'est plutôt 9 ans. Et on s'accorde, même les professionnels qui travailleront auprès des enfants, on s'accorde sur le fait qu'en fait,
plus l'âge commun en gros de découverte d'Internet, c'est autour de 7-8 ans maintenant. On a parlé du téléphone portable avant, mais en fait, avant d'avoir son propre téléphone, il y a déjà cette confrontation via les téléphones des autres ou les ordinateurs des autres. Là. Et moi, je fais cette corrélation entre la confrontation de plus en plus jeune des enfants à la pornographie avec cet âge de plus en plus précoce des enfants confrontés à la question d'Internet. Alors, c'est un peu délicat de parler de pornographie avec ses enfants. On a un peu déjà parlé sexualité avec ses enfants, c'est un petit peu gênant. Pornographie, on passe un stade. Pourtant, N16, c'est essentiel d'en parler. Comment peuvent faire les parents? Est-ce que vous pouvez leur donner quelques tips pour parler de pornographie avec les enfants? Il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que la pornographie actuelle n'a rien à voir avec celle que les parents en général ont connue. Elle est d'une violence inouïe. 92% des vidéos pornographiques contiennent de la violence verbale et ou physique. Donc, c'est déjà, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de discours apportés dans la pornographie qui sert d'éducation sexuelle pour une majorité d'adolescents. Et quand je vous mets la deuxième stat, 8% des 13-14 ans, alors en fait c'est 14-15 ans, je me suis trompée dans la slide, mais bon, c'est à peu près pareil quand même, des 14-15 ans consomment plusieurs fois par jour de la pornographie. Vous voyez que cette statistique, elle est hyper importante parce que ça s'appelle une addiction grave à la pornographie. Vous voyez, c'est des enfants qui consomment et dont le centre de la vie va se tourner intérieurement notamment avec un imaginaire complètement pollué par ces images. Et donc cette confrontation à la pornographie, elle est extrêmement présente dans notre société malheureusement. Et donc pour protéger son enfant, la première chose, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a la question des contrôles parentaux dont on avait parlé. Les filtres servent aussi à cette question-là. Le contrôle, c'est aussi, moi, ce que j'appelle la protection parentale sur Internet. Vous voyez, moi, je trouve que c'est fondamental d'appeler ça de la protection plutôt que du contrôle, si on doit travailler les mots. Mais la protection parentale, ça a pour objectif qu'on fasse grandir un enfant en sécurité sur Internet. Et la pornographie est une manière de confronter l'enfant à ce qu'on appelle, et ça, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet énorme, je parle notamment de viol psychique. De viol psychique chez les enfants qui sont confrontés de plus en plus tôt à cette question de la pornographie parce que le contenu qui est présenté est à la fois violent, contient de la sexualité, et vous voyez, l'âge moyen de première consommation de pornographie, c'est officiellement 11 ans, plutôt 9 ans. Ils n'ont pas commencé pour la plupart leur puberté, n'ont jamais vécu de vie sexuelle, et donc ce contenu déjà en lui-même est perturbant par sa puissance et ce que ça va produire dans le cerveau aussi auprès de l'enfant, mais aussi simplement parce que l'état d'enfant immature, pas encore construit, c'est pas une insulte quand je dis ça sur les enfants, c'est un état de fait, ils ne sont pas terminés, ils sont en pleine croissance, et donc c'est un âge où ils sont extrêmement vulnérables à ces images, et dans leur construction personnelle, si la pornographie commence à arriver, eh bien, va servir de référence pour leur propre sexualité. Et là, je vous mets sur la slide que vous voyez la question de l'augmentation de la violence dans la sexualité. Il faut comprendre que les adolescents, j'ai été contactée même par la presse tout récemment pour me dire justement comment travailler cette question des violences entre jeunes. Il y avait cette question d'essayer de comprendre pourquoi il y avait de plus en plus de violences entre les jeunes, violences sexuelles. Et en fait, il y a vraiment à comprendre que 80%, ça c'est une étude Sullivan et Vogel qui date juste de 2019, qui est toute récente, 80% des consommateurs de pornographie reproduisent des conduites sexuelles violentes ou agressives. Et ça, il faut le comprendre, c'est des adolescents, consommateurs adolescents, 80%. Parce qu'il y a une forme de mimétisme. Et ça, ils n'ont absolument pas, comme ça leur sert d'éducation sexuelle la plupart du temps, ça ne les aide pas à vivre une sexualité qui soit respectueuse, qui pense aux autres, etc. N16, comment les parents peuvent parler à leurs enfants de pornographie, de sexualité? Alors, la première chose pour moi... Concrètement. Ouais, la première chose, donc je vous ai dit, ça va être vraiment de mettre ces filtres, qui est la base. En fait, avant même de discuter, il faut mettre un cadre sécurisé. C'est ce qui permet ensuite de discuter tranquillement. La deuxième chose, ça va être, moi j'ai mis le mot amitié parce qu'il y a une vigilance, je pense, vraiment à avoir dans les amitiés ou les relations que son enfant va avoir. Je pense qu'il y a des relations qu'on va sentir, qu'on va avoir intuitivement comme positives pour son enfant, où on sent que son enfant va évoluer de manière... va apprendre, va grandir grâce à cette amitié, par exemple, et d'autres où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément l'aider, parce que ça le pousse plus à faire, à faire des bêtises, à n'importe quoi, ou à avoir des situations à risque.
que vraiment le faire grandir. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est l'éducation affective et sexuelle. Moi, je suis voilà, mon sujet principal, j'ai même publié sur ce sujet un livre, c'est la question de l'estime de soi. En fait, l'enjeu de l'adolescence, c'est la construction personnelle, c'est la construction d'une identité. Et si elle se joue d'abord sur les réseaux sociaux, en fait, vous avez dit tout à l'heure le fait de se renarcissiser grâce aux likes, de nourrir son estime de soi grâce aux likes, mais c'est terrible parce que ça fait des personnes, des adolescents, complètement dépendants du regard des autres. Et donc, si on veut sortir de cette logique réseaux sociaux, dépendance aux autres, dépendance affective, relations toxiques, etc., eh bien, ça va être en nourrissant son enfant avec des repères d'éducation affective de type notamment estime de soi. Donc, valoriser son enfant, l'aider à trouver ses qualités, mettre en valeur son corps, savoir, même parfois l'aider à s'habiller en fonction de sa morphologie. Ça peut être des choses toutes simples, mais qui, pendant l'adolescence, vont prendre une ampleur énorme pour sa construction psychique, affective et relationnelle. Merci beaucoup Anne-Sixtine. Encore une fois, je radote, je sais, je ravâche. L'idée, c'est vraiment pas de rejeter tout ça en bloc. La sexualité fait partie de la vie, la pornographie fait partie du quotidien des enfants. Donc, plus on en parle avec eux, plus on les accompagne, plus on est attentif. Et mieux c'est. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, on a Axel qui va nous présenter quelques petits… D'ailleurs, juste avant, on peut aller sur votre site internet Anne-Sixtine, on peut consulter aussi votre ouvrage et sur votre blog, vous avez énormément de ressources pour les parents si ils veulent approfondir la question et on vous communiquera le lien évidemment dans les ressources. Et Axel, tu nous présentes un petit peu… en exclusivité. En exclusivité, une nouvelle ressource parmi la centaine de ressources gratuites qu'on propose Internet sans crainte. On a justement rencontré Anne-Sixtine et ensemble, on a travaillé sur un épisode justement de Vince et Lou. Alors Vince et Lou, c'est une série qu'on a depuis très longtemps à Internet sans crainte, mais peut-être que vous n'avez pas vu qu'elle a évolué il y a quelque temps, puisque Vince et Lou, et Vince notamment, comme un ado de son temps, a eu envie de créer sa propre chaîne. Maintenant, il a 14 ans, il a le droit de le faire, mais tout en étant accompagné, il s'en sert pour répondre aux questions d'enfants. Et on a travaillé justement aussi avec des enfants dans des panels jeunes pour leur demander les questions qu'ils se posaient. Et il y en a une qui est ressortie autour du porno, qu'on a formulée de cette façon. Donc cet épisode, il sort là. Donc on vous propose de vous le présenter en exclusivité et ça se veut être un support à présenter à vos enfants. Et il y a une fiche famille qui l'accompagne pour justement vous aider, vous donner des conseils supplémentaires pour en parler avec eux. Donc je vous montre la vidéo tout de suite. Aujourd'hui les Vinsos, faut que je vous avoue quelque chose. Avec les copains, on est allé sur internet regarder des trucs sur comment faire l'amour. Bah ouais quoi, au collège tout le monde en parle. Moi c'est des trucs. Le papa il met la petite crâne. Ouais Lou, j'ai déjà dit de pas écouter aux portes. Et je peux te dire que ce que j'ai vu, c'était pas du jardinage. Et on est tombé sur des images porno. Franchement, c'est abusé. Moi, j'étais trop choqué. Diego, lui, il était pas choqué du tout. Hein. Il m'a dit, moi, j'en regarde tout le temps depuis le CM2, ça me détend, sérieux, tu connaissais pas? Bah si, bien sûr, je connaissais. Mais c'est trop dégueu, je peux pas me l'enlever de la tête. Hein. Moi, j'adore, maintenant, je sais comment ça marche. Bah, j'espère que c'est pas ça, l'amour. Pour y voir plus clair, j'ai contacté une experte. Elle s'appelle Anne-Sixtine, de l'association Déclic. Bonjour, madame. Bonjour, Vince. J'ai vu des vidéos porno et j'ai été trop choqué. C'est normal? Ah oui, c'est normal d'être choqué. J'imagine que tu as dû ressentir des choses perturbantes dans ton corps, tes parties intimes. Ah ouais. Tu sais, ton cerveau et tes émotions non plus ne sont pas capables de gérer ce genre de contenu. Les images pornographiques sont difficiles à oublier. C'est souvent des représentations violentes, vulgaires et stéréotypées de la sexualité. D'ailleurs, je me demandais, les messieurs là, ils sont tous musclés puis avec des gros… Et puis les dames, elles sont… Enfin, il faut être comme ça pour faire l'amour? Ah non, pas du tout. T'imagines? Ton corps, il est très bien tel qu'il est. L'important, c'est de vivre ses propres moments d'amour. Et pour ça, pas besoin de copier ce qu'on a pu voir. Ah ok, super. Mais quand même, c'est chelou. Hein. Moi, je cherchais pas du porno. Je suis vraiment désolée, Vince, que tu aies eu accès à ces images. Malheureusement, la pornographie, elle est partout sur Internet. Et tu peux tomber dessus sans l'avoir cherché. Bah ouais, ça j'ai bien vu, hein. Mais j'aimerais pas du tout que Lou tombe dessus. Et je te comprends, c'est aux adultes d'essayer de protéger les enfants, tu sais, en installant un contrôle parental, par exemple. Et si vous voyez quand même ce genre d'image, il faut en parler. Ah bah non, moi j'en parlerai jamais, c'est trop gênant. Je sais bien que c'est gênant.
Mais normalement, tu ne devrais pas y avoir accès. La loi interdit de montrer du porno à des enfants. C'est le site qui est coupable. Et toi, tu en es victime. Ok, mais alors, pourquoi c'est si facile d'en voir? Bah parce que c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui en regardent et certains deviennent même addicts. Addict, Televinso, ça veut dire qu'on peut pas s'empêcher d'en regarder. Hein, comme mon pote Diego. Et ça, moi, je veux pas. Hein. Bon, ben, merci madame d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi aussi. C'est très courageux d'en avoir parlé en tout cas. Bravo. Est-ce qu'elle t'a dit à quelle saison on plante la petite graine? Bon, si vous voulez réagir, c'est dans les commentaires juste en dessous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Allez, à bientôt. Et puis montrez-la à vos parents, hein, ça pourrait peut-être les intéresser. C'est Bon, super. voilà, vous irez voir la vidéo parce que là, la diffusion en direct via l'outil de webinaire, vous la retrouverez dans le guide et on espère voilà, que c'est un outil supplémentaire en complément de cette Il y en a compréhension. plein d'autres, des vidéos sur plein de thématiques différentes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur la vidéo de Vince et Lou. J'ai vu dans le chat une petite question qui dit Vince et Lou, c'est pour les parents ou les enfants? J'ai envie de vous dire, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour, la destination des pour enfants. vos enfants, c'est conçu Voilà. pour qu'ils puissent les regarder seuls. Et on vous outille aussi, c'est-à-dire qu'il y a une fiche à côté pour vous, les parents, pour pouvoir justement se servir de ces supports pour pouvoir en parler avec eux. Et je précise, la fiche est super bien faite, vraiment, mais je suis hyper contente de cette collaboration parce que ça a été un plaisir de bosser avec Tralalaire et le résultat est vraiment de qualité. Donc, vous allez apprendre aussi beaucoup de choses si vous vous sentez démunis sur ces thèmes qui sont évidemment pas très faciles. Et bien là, vous avez un outil vraiment très facile d'accès et très facile à utiliser. On a le temps de poser une petite question, Axel? Oui, on a le temps encore de poser une petite question. Alors, dans les commentaires, alors il y a pas mal de questions quand même sur l'équilibre. Comment on fait pour trouver le bon équilibre entre ce paramétrage et puis le respect de l'intimité des enfants, c'est-à-dire comment on accompagne le fait au début, dans les premiers usages, d'être peut-être, alors on fait attention à ce terme de contrôle, c'est important. Le mot technique s'appelle comme ça, mais c'est vraiment un outil qui vient accompagner l'autonomie et protéger. On est plutôt dans l'accompagnement et la protection de son enfant. Et à quel moment, en fait, on nous demande presque à quel âge on peut changer le curseur, à quel âge on peut laisser un enfant. On nous demande même presque est-ce qu'il y a un âge pour arrêter le contrôle parental. Alors, moi, mon avis, c'est qu'il n'y a pas d'âge. C'est que c'est un accompagnement progressif, mais est-ce qu'il y a quelqu'un là autour de la table qui veut apporter un éclairage supplémentaire sur alors comment voilà. Je vais me permettre, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que souvent, nous, en tant qu'adultes, on a du mal à gérer notre rapport aux écrans. Déjà, on a un côté un peu addictif quand même vraiment difficile et il faut le reconnaître, il faut avoir cette honnêteté de parfois le reconnaître. Et du coup, il faut se rendre compte, et c'est pour ça que l'enjeu des parents de prendre le rôle de protecteur auprès de leurs enfants, c'est qu'on ne peut pas attendre d'un enfant qu'il ait une attitude mature parce qu'il n'est pas encore terminé, justement, parce que tout ce qu'il est n'est pas encore complètement fini. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu d'être vraiment présent auprès de son enfant, quitte à le frustrer, quitte à dire des non, à mettre des limites, en fait, c'est comme ça qu'il va grandir de manière responsable petit à petit et qu'un jour, il sera un adulte responsable, capable de faire ses choix, etc. Mais bon, pour certains enfants, ça mettra un peu plus de temps que pour d'autres. Il ne faut pas hésiter à regarder les choses, à mon avis, avec lenteur. Et oui, pardon, Olivier. Non, je voulais juste éventuellement dire que le contrôle parental, c'est un outil effectivement disponible qui est nécessaire, mais qu'on active à la maison, par exemple. Et pourquoi nous, on a mon premier téléphone ou un autre qui s'appelle ijunior.fr pour les plus jeunes, c'est parce que quand on parle de tous ces sujets-là avec les enfants, tout au long de leur à plusieurs âges, ça permet d'échanger avec eux, ça permet de les préparer. Et donc, il n'y a pas un moment où il y a une bascule qui se fait avant tel âge, on est dans cette situation, après tel âge, on est dans une autre. Finalement, et en plus, chaque enfant est un individu à part entière, donc tout dépend de leur développement.
mais en tout cas, le fait de parler avec eux des mauvaises rencontres, des identités qui peuvent être différentes de ce qu'on voit quand on nous envoie une photo, etc. Les contenus choquants, tout ça, à différents âges, ça permet d'adapter son discours et de les suivre et les accompagner en fait dans leur croissance et de les protéger. Et voilà, par rapport au porno, on l'a vu, en tout cas de pouvoir leur dire si tu es exposé à quelque chose et que ça te dégoûte, voilà. On est bien d'accord. Et on dépasse un tout petit peu sur la conférence d'après, mais on sait, voilà, peut-être que certains nous ont rejoints et vont poursuivre avec nous ensuite sur s'informer. Mais il y a aussi un point qui me semble important, qui ressort pas mal dans le chat, parce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Samuel notamment, et puis quand on parle de protection de nos enfants dans leurs échanges, on a parlé du fait qu'ils pouvaient être exposés à des violences, et on nous pose des questions sur le type de violence. Et je propose qu'on puisse prendre un tout petit peu de temps pour être un peu concret, quand même expliquer aux parents. On nous demande aussi, vous parlez de sexting. Tout à l'heure, Samuel, tu parlais de revenge porn, et je crois que ces mots-là ne sont pas forcément familiers de tous les parents. Si tu veux bien faire un petit éclairage sur le sujet. Bien sûr. Alors, c'est vrai que le mot violence numérique, il est très large. Je vais citer celles que nous avons à traiter le plus souvent au 30-18, donc qui sont un peu les problématiques majeures que les jeunes rencontrent. Le cyberharcèlement est vraiment ce qui vient en premier, donc le fait de recevoir de manière répétée des messages, d'avoir, je dirais, une forme de pression exercée par un ou des harceleurs sur un réseau social est vraiment une problématique majeure. Alors, c'est vrai que le revenge porn, c'est, je dirais, on peut considérer que c'est un type de harcèlement. Donc, le revenge porn, c'est quoi? C'est deux adolescents, par exemple, qui entretiennent une relation amoureuse. À un moment, la relation s'effrite et l'un des deux souhaite s'arrêter. Ça peut être mal vécu par l'autre partenaire et pour se venger, le partenaire est conduit, va utiliser les photos ou les vidéos qu'il a reçues avec le consentement de la personne qui lui a envoyé. Donc, il va envoyer ces photos sans le consentement à ce moment-là du partenaire. Et il va l'envoyer sur un réseau social ou par mail et ça va en fait exposer le ou la jeune fille ou le jeune garçon aux milliers ou millions de personnes qui sont connectées tous les jours sur Internet. Le revenge porn est malheureusement quelque chose d'assez, je ne vais pas dire courant, mais que l'on rencontre assez souvent sur Internet et que nous avons à traiter. Les autres problématiques que nous pouvons rencontrer aussi, c'est les escroqueries, les piratages, les usurpations d'identité qui ont considérablement augmenté depuis le confinement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les escrocs se sont rendus compte que les enfants étaient des cibles faciles, qu'ils avaient été énormément connectés pendant le confinement, les différents confinements que nous avons vécus. Et évidemment, les enfants sont des cibles de choix. Donc des escroqueries, ça peut être... il y en a, je ne vais pas commencer à tout citer parce que je sais que... Oui, voilà, c'était juste pour pouvoir un tout petit peu éclairer, alors sans finir sur une note trop négative, mais c'est vrai que voilà, il y a des mots, enfin, il y a des risques qui sont quand même réels et il y a des problématiques dont on n'a forcément pas entendu parler. Oui. Une dernière chose, c'est pour être complet dans ma réponse, comme je n'ai pas le temps de le faire, appelez le 30-18, justement, les psychologues, les juristes vont pouvoir vous expliquer tout ça tranquillement, prendre le temps de vous parler avec un langage compréhensible en fonction de votre niveau de connaissance de base, et comme ça, vous pourrez discuter avec eux et mieux comprendre. Voilà, très bonne idée, très bon réflexe. Et je rappelle aussi que sur Internet sans crainte, on a plusieurs dossiers thématiques, dont un dédié au cyberharcèlement, aux réseaux sociaux, avec plein d'articles conseils très concrets, un dédié à la parentalité. Et puis, je vais laisser Louisa, je pense, conclure parce qu'on va accueillir nos prochains invités. On va conclure avec un grand merci. On espère que ça a été utile à toutes les personnes qui sont connectées avec nous et celles qui vont voir ce webinaire en replay. Merci à vous tous d'avoir été autour de la table. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre le petit lien avec